Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers amis, d'abord permettez-moi de remercier la compagnie de l'honneur qui m'a été fait la semaine dernière en m'élisant comme membre associé de l'Académie de chirurgie. Donc merci beaucoup. Et ma contribution aujourd'hui porte effectivement sur la place que devrait avoir l'université et le monde académique, donc l'Académie nationale de chirurgie, dans le cadre du développement professionnel continu. Et comme vous le savez, bien sûr, il y a une tendance à ce que ces formations soient le plus possible procurées à distance, donc dans le cadre du DPC dit numérique ou IDPC, la place de l'université numérique des sciences de la santé et du sport, qui est l'organe national qui porte les formations en ligne pour l'ensemble des spécialités de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie, de l'ensemble du monde de la santé, devrait occuper une place centrale dans ces dispositifs d'aide à la formation, au développement professionnel continu, qui sont, comme vient de le dire Madame Weber, bien sûr, l'objectif fondamental, c'est l'amélioration de la qualité des soins, l'amélioration de l'efficience et du rapport coût-résultat, parce que les examens que nous demandons coûtent cher, eh bien, il faut que le rapport soit le meilleur possible. Et en même temps, un objectif fondamental, c'est la réduction de la iatrogénie, puisqu'on sait qu'actuellement, environ 150 000 hospitalisations par an sont malheureusement dues à des actes médicaux. Et que sur ces 150 000, il y a environ 10 à 15 % de mortalité totalement indue, avec donc des drames qui auraient pu être évités au prix d'une formation continue développée correctement. Alors, pour faire un simple constat sur les chiffres d'ailleurs officiels de l'OGDPC, eh bien, l'état des lieux de la place de l'université, organe central de la formation, de la qualité des formations, eh bien, elle est extrêmement minoritaire, puisqu'on a vu que, vous voyez, sur les environ 3 000 organismes certifiés pouvant faire du DPC, l'université représente moins de 1% de ces organismes validés par l'OGDPC, probablement par un investissement insuffisant dans le domaine de la formation continue des établissements universitaires qui sont plutôt centrés sur la formation initiale. Mais c'est un grand objectif d'ailleurs du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est de développer la place de l'université dans la formation continue, que ce soit dans les domaines de la santé, mais dans tous les domaines de l'enseignement supérieur. Alors le deuxième point, c'est que Mme Weber a cité sur les chiffres de 2015, je n'avais pas les chiffres de 2016, environ donc les programmes de DPC qui ont été reconnus, financés, environ 60 000 programmes sur l'année 2015. C'est considérable. Mais seulement 1300 ont été produits par des établissements universitaires. Vous voyez, donc 2,3% de l'ensemble de ces programmes sont portés par l'université. C'est vraiment ridicule. Alors par ailleurs, le développement du e-learning, de l'enseignement à distance dans le DPC, est extrêmement minoritaire encore. Vous voyez sur les chiffres de l'OGDPC, la qualification de présentiel, c'est-à-dire face à face avec des professionnels qu'on forme, ça représente environ 62%, 3% de non-présentiel totalement à distance et mixte, 35%, mais on ne sait pas exactement la proportion et l'organisation exacte de ce que cela veut dire mixte. Ça, c'est pour, vous voyez, les listes publiées par l'OGDPC. On voit que ce qui est intéressant dans cette catégorie, vous voyez que 31% des paramédicaux ont accès à des formations à distance. C'est un peu curieux, mais c'est intéressant de voir que ça peut se faire, qu'il y a une possibilité d'extension. Pour les médecins, 3%. Donc alors que je vais essayer de vous développer les avantages du numérique pour améliorer la performance du DPC. Alors pourquoi tout ceci entraîne tellement de débats, d'agitation entre les syndicats et tout ça? C'est parce qu'il y a évidemment de l'argent. Il y a de l'argent à prendre. Qui prend l'argent? Et les enjeux économiques de la formation continue et du DPC pour la santé, eh bien, c'est un vrai sujet de castagne, on pourrait dire, hein, de bataille. Et on voit que ce n'est pas si évident que ça de régler complètement ce problème. Alors, en élargissant le sujet
à toutes les formations de l'enseignement supérieur, universitaire. On voit que la formation continue, dite formation tout au long de la vie, ça représente en France un budget de 30 milliards d'euros par an. Pour l'enseignement supérieur, on ne prend que 6 milliards, c'est-à-dire qu'une toute petite partie du budget de la formation continue va pour les formations de type universitaire. Et le privé prend 94% de ces sommes, alors que le public ne prend que 326 millions de cet argent consacré à la formation tout au long de la vie. On voit que les établissements universitaires, c'est une des pistes suivies par le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, c'est développons la formation continue dans l'enseignement supérieur, parce qu'il y a de l'argent à prendre, c'est financé, et ça pourrait ramener dans les caisses des universités beaucoup d'argent. Si on arrivait à avoir 20% du marché de la formation continue, on ferait entrer dans nos établissements 1,2 milliard d'euros. C'est considérable. Donc, à ne pas négliger. Alors, évidemment, le privé n'a pas oublié que pour le DPC, il y a de l'argent. Et donc, en plus, ils font de la promotion très forte de la formation distancielle, je reviens en arrière. C'est votre obligation DPC en 2016, jouez-la sur Internet, à distance, allez-y. Et évidemment, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que, en plus, pour qu'une association de loi 1901 puisse trouver un écho favorable auprès de l'OGDPC, il faut qu'elle s'appuie sur des émetteurs dits fiables, qui ont une réputation. Et vous voyez, par exemple, le CHEM, qui est Collège des hautes études en médecine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association, je crois, bretonne, de formation continue. Eh bien, elle est certifiée DPC et elle est adossée à la revue du praticien, qui apporte un peu un climat de confiance. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans ? Eh bien, vous voyez, et puis ils font du DPC numérique et vous avez une espèce de cartographie multidisciplinaire. Vous pouvez choisir des modules. On vous en propose maintenant au moins 3 sur 3 ans. Et la somme globale qui va revenir sur ces 3 formations, c'est de l'ordre de 1 500 €, quelque chose comme ça, pour l'organisme qui propose ces formations. Pour les libéraux, eux, sont compensés, on leur donne de l'argent pour le temps de formation qu'ils vont avoir. Madame Weber a bien insisté, les hospitaliers, eux, ça fait partie de leurs obligations professionnelles, mais par contre, l'organisme qui gère les formations des hospitaliers reçoit de l'argent pour faire ce travail. Alors, on pourrait même se poser la question, je me suis posé la question, est-ce qu'on va vers une espèce d'Uber DPC ? Il faut s'inventer une idée de formation continue, on se met à quelques collègues, et puis on y va, et on propose, et puis on va proposer, c'est vraiment le marché de la redoute de la formation médicale. Vous pouvez y aller, ce qu'a dit tout à l'heure Madame Weber d'ailleurs, avec une autre, mais vous voyez, regardez, alors 100% interactif, 100% à votre rythme, 100% adapté à votre quotidien, c'est merveilleux, hein ? Et tout ça pour 517 € chaque module. Et vous avez le genou aigu, l'adénopathie, l'œil rouge, maîtriser l'insulinothérapie, troubles du cycle, les pathologies du voyageur. Et avec tout ça, on peut se poser la question, comment va-t-on faire pour l'amélioration de la qualité des soins avec des programmes de cette nature ? Et pour nous, chirurgiens, on peut déjà se poser la question, peut-être adénopathie, peut-être genou aigu, mais vous voyez, est-ce que ça va changer grand-chose à la pratique du chirurgien généraliste ou du chirurgien urologue ? Non. Manifestement, non. Alors, il faut donc vraiment travailler la question. Je pense que ça n'a pas été suffisamment pensé, avec un esprit critique, avec un esprit universitaire qui est nécessaire pour bien comprendre ce qui se joue dans cette affaire-là. Et on voit sur ce schéma la place de l'université numérique avec des méthodes de e-learning qui sont de plus en plus éprouvées, avec des résultats pour nos étudiants dans des formations en ligne dont on se fait passer les examens dans des conditions classiques, traditionnelles. On sait que ça marche très bien à condition qu'il y ait un accompagnement humain par du tutorat, qu'il soit présentiel ou distanciel. Eh bien, et puis ça concerne 1 700 000 professionnels de santé. Vous voyez, ce n'est pas que les chirurgiens, ce n'est pas que les médecins. Même les agents des hôpitaux devraient être concernés par ça. Alors moi, ce que je vous apporte ici comme message, c'est qu'avec le numérique, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses pour aller mieux dans ce sens-là. Et qu'on peut, d'une part,
toutes les études le prouvent, dans le domaine de l'enseignement numérique, l'enseignement et les savoirs surviennent au sein des réseaux. Et on est à l'époque des réseaux sociaux, des web sociales 2.0 et de l'open éducation, sur laquelle je travaille maintenant depuis près de 15 ans avec l'ensemble, avec les assemblées des canals, la conférence des doyens de médecine, etc. Eh bien, c'est avec ces outils-là que l'on peut espérer une amélioration des compétences qui me semble le cœur du DPC, Madame Weber, ce n'est pas les savoirs théoriques universitaires, c'est les pratiques réelles. Analysons les pratiques d'un collègue qui met son dossier de tel ou tel patient, une pathologie plus ou moins complexe, comment il fait un diagnostic, avec quels outils, et comment va-t-il gérer les indications thérapeutiques et quels moyens thérapeutiques. Eh bien, il faut donc accéder à ces dossiers issus de la pratique réelle dans des portails anonymisés pour éviter tout conflit sur le plan du secret médical. Et ces dossiers peuvent être soumis à des assemblées de praticiens et d'universitaires qui vont émettre un jugement critique, comme on fait l'analyse critique de la littérature, très rapidement, et on va pouvoir avoir une évaluation de la réalité de la pratique en disant est-ce qu'elle est conforme à l'évidence, à la médecine basée sur les preuves, ou est-ce qu'elle est à côté? Est-ce qu'elle est conforme ou non aux conférences de consensus national? Est-ce qu'elle est conforme à ce qui est recommandé dans la littérature médicale? Tout ceci peut être accompagné par des entretiens et des débats individuels ou collectifs dans le cadre de téléstaff universitaires avec des télétuteurs en ligne. Et ceci peut se faire, ça se fait très bien dans le privé, l'université peut le faire. Je terminerai sur, donc, qu'attend-on? Une amélioration des compétences réelles à partir des avancées de la science. Un certain nombre d'outils peuvent permettre d'améliorer encore ces conseils pour mieux faire, comme la simulation de cas, les apprentissages virtuels à partir des jeux sérieux et de plus en plus des MOOC modulaires diplômants. La place de l'université dans ce secteur-là reste essentielle parce qu'on parle tous, en particulier le Conseil national de l'ordre des médecins, envisage de plus en plus, de manière volontariste, l'idée de la recertification dans tous les domaines de l'exercice professionnel. Les instances qui ont légitimité pour recertifier ou rediplômer sont des instances universitaires. Donc il va de soi que ce qui a été inscrit dans la loi de modernisation de la santé ou dans l'article, je ne sais plus lequel, 114 quelque chose, l'université a été reconnue comme étant essentielle dans le système de formation tout au long de la vie. Il faut que l'OGDPC qui est financé, c'est une chance, puisse véritablement être remis entre les mains des universitaires, en association avec les professionnels libéraux, bien sûr, et les CNP, le reste de la profession. Et bien sûr, moi, il me semble, et là je milite pour l'académie, que le monde académique doit avoir sa place dans les organismes du DPC. Je vous remercie. Merci, on a bien compris pourquoi l'université rue un petit peu dans les brancards et on vous remercie pour vos idées innovantes. Merci. Alors ces deux exposés sont des exposés d'information, ils seront sur le site de l'Académie, vous pourrez les consulter et le rôle de l'Académie est d'essayer, avec la compétence de Madame Weber, avec les idées novatrices de Monsieur Benhamou, de s'inclure dans ce DPC. Donc nous travaillons depuis un moment là-dessus avec Philippe Marre. Alors il ne va pas y avoir de débat, pas y avoir de questions, c'est une information où vous allez pouvoir consulter ces différents exposés sur le site et vous savez que l'Académie travaille avec des gens très compétents sur ce sujet. Mais nous devons maintenant passer à la séance principale qui est la chirurgie périnatale et je vais donc appeler Jacques Milliez qui va venir modérer cette séance.